Bonjour à tous pour un nouvel épisode d'Extra Time. Aujourd'hui, les joueurs et leur carrière seront à l'honneur. Notre objectif aujourd'hui, ce sera de vraiment faire le guide du joueur québécois, du jeune joueur québécois. Vous êtes un peu dans l'obscur, vous ne savez pas où est-ce que va votre carrière, vous avez 17-18 ans. Aujourd'hui, on sera là pour discuter de certains chemins que vous pouvez prendre, certains obstacles qui vont se présenter à vous et peut-être même des pièges. Pour faire ça, j'ai mon acolyte Diego. Ça va bien, Diego? Toujours là, et je suis content de pouvoir enfin parler d'un sujet qui me tient à cœur. Beaucoup de joueurs talentueux, mais peu de connaissances sur comment développer leur carrière. Fait qu'on est là aujourd'hui pour parler de ça. Exact, et on a deux super invités pour ça aujourd'hui. On a l'honneur d'accueillir Nasson Théosmi, directeur sportif du CS Saint-Hubert. Comment ça va, Nasson? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'être venu, honnêtement. C'est super et nous, notre objectif, c'est de vraiment avoir un contact avec les clubs, puis d'avoir un contact avec tous les clubs. Donc, on est vraiment là pour le foot amateur québécois. Puis, ta présence nous prouve que, dans un sens, vous êtes là aussi pour les jeunes. Puis, c'est super que tu sois là, puis même de partager un peu ce que tu connais, ton savoir à tous les jeunes québécois et pas que de ton club, par exemple. Merci. Super. Et avec nous aussi, Jean-Robert Toussaint. Jean-Robert, merci d'être là, merci d'être présent. Jean-Robert, tu as plusieurs chapeaux. Je sais même pas lequel te donner aujourd'hui. Je vais prendre celui de formateur. C'est Super. celui qui me convient le plus. Et puis, à travers les années, j'espère pouvoir vous guider les jeunes surtout. Yes. Et c'est mon travail, peut-être pas à temps plein, mais une bonne partie du temps. Je suis un passionné et puis ça fait au-delà de 45 ans quand même. Je suis dans le foot au Québec. J'ai vu quelques joueurs passer. Yes, mais justement, de la même façon, je vais commencer un peu les présentations parce que je veux qu'on puisse montrer à toute personne qui regarde cette émission de savoir qui vous êtes. Nous, je pense que les gens qui ont cliqué sur nos vidéos, ils ont pu voir un peu les bêtises qu'on dit sur cette chaîne. Mais Jean-Robert, dis-moi tout. Parle-moi de toi, de peut-être ta jeunesse, où est-ce que tu as joué au foot jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je vais très loin? Ça veut dire que je pars de Donne-nous tes expériences en bullet points, si tu peux nous dire un peu bullet points. l'essentiel. Je suis né en Haïti, donc j'ai vécu un tout petit peu le football là-bas au scolaire. Je suis arrivé ici au Québec, j'avais 8 ans. À partir de là, c'est le foot québécois. Un petit club dans l'est de Montréal qui s'appelait Saint-Barnabé, qui est devenu Maisonneuve. Par la suite, c'est comme tous les jeunes, c'est les sélections régionales, rapidement avec Concordia. De Concordia, les équipes du Québec, U15, U16 jusqu'en U21. Sélection en équipe nationale U20 et ça en présélection, puisqu'ils partent en Coupe du Monde et puis je ne suis pas retenu. Par la suite, c'est la Ligue senior au Québec. Ligue senior au Québec, tremplin vers les États-Unis. Donc, 4 ans à l'université de Hartford au Connecticut dans la NCAA Division 1. Je te dirais 2 ans capitaine de l'équipe, ça va très très bien. Je dirais qu'au niveau foot, c'est correct, c'est pas le summum, puisque j'avais connu les équipes du Québec, j'avais connu le senior avec des coachs qui étaient très expérimentés, Honorato, en équipe nationale, Tony Taylor, Bob Bear Park. Après, ça a été le Supra. Mais entre ça, il y a eu, dans les années 80, début 80, le Manic de Montréal. Ça veut dire qu'il y a un programme qui a été mis en place par la Fédé. Et puis nous, on devenait des joueurs de l'équipe réserve du Manic de Montréal. Je suis sûr que les jeunes ne connaissent pas ça. Ça veut dire que c'est 1983. Ah oui. C'est un peu loin de vous. Mais donc, c'est le Manic, c'est l'université. Je reviens pour le Supra en 89. Et là, c'est pratiquement 2 ans au Supra. Je pars pour la France, championnat national français en D3 au Racing Club de Besançon. Je fais à la toute fin un USISL qui est devenu le USL avec New Hampshire. Et puis, ça a été un peu la fin. C'est avant l'Impact. Donc, l'Impact arrive et puis moi, j'arrête de jouer pratiquement. Mais à travers tout ça, c'est du coaching. Je veux dire, j'ai jamais arrêté de coacher depuis l'âge de 15 ans. Coacher, on parle d'éducateur tout d'abord. Et puis par la suite,
ça a été les grandes équipes, soit semi-pro, de grosses années avec Panellinos. On est, disons, début 2000, on domine le Québec pratiquement, de 2000 à 2004. Et le semi-pro avec les Dynamites, où mon ami Nasson a fait partie de cette équipe-là. Et par la suite, c'est l'Assomption. Les premières années de ce qui est devenu la Ligue 1, c'était la Ligue semi-pro. Donc l'Assomption et puis Saint-Léonard. Et après, là, maintenant, je suis à Saint-Léonard avec les jeunes. Voilà. Super, fantastique. Nasson, quand on pense au CS Saint-Hubert, on pense à Nasson directement. C'est automatique. Et puis, de par ta présence au fil des années et puis l'impact que tu as eu dans ce club-là, avant d'arriver là, parle-nous un peu de toi. Bon, je suis un petit garçon grandi au West Island. Pas beaucoup de monde sait ça, mais j'ai commencé à jouer au foot au West Island pour le club de soccer de Pierrefonds. Par la suite, en 86, mes parents décident de déménager sur la Rive-Sud, puis tout s'enclenche rapidement. Que ce soit les sélections régionales, les équipes élites, les équipes du Québec, le Centre national, qu'on a eu des bonnes épopées. C'est Valerio et Francis Millien qui nous entraînaient dans ce temps-là. Parce qu'on s'entraînait en salle, en gymnase, le soir à 8 heures. J'étais au secondaire, je devais me dépêcher pour revenir en autobus, pour rater le dernier autobus au métro Longueuil. On a eu avec mes collègues de la Rive-Sud, on a eu des bons souvenirs. Par la suite de ça, ça continue à progresser, tout va bien. Je pars un peu, je me promène un peu. Le foot m'amène à me promener un petit peu à travers, que ce soit les États-Unis, le Canada, Indoor, qui était vraiment la ligue avant. Indoor, j'étais allé à Edmonton un peu, faire des essais, je me suis promené un peu. J'avais quelques personnes qui croyaient en moi. L'université, comme tous les jeunes, finalement pour revenir avec l'UQAM, parce qu'on connaît 3 belles saisons back-to-back incroyables avec l'UQAM. En quelle année ça? Ça, on a été de 2000, si je ne me trompe pas, de 2000 à 2003. Okay. On était le représentant du Québec avec Bertrand Coudray, qui était l'entraîneur en chef. Juste un peu l'année d'après qu'on quitte, c'est Christophe qui reprend, qui était l'adjoint de Bertrand qui reprend le groupe. Puis je pense qu'ils ont eu un peu de succès encore après ces années-là. On a été une bonne génération à l'UQAM. À la suite de ça, continuer à jouer. On va jouer dans l'ancienne CPL, l'ancienne Canadian Professional Soccer League qu'on appelait. On joue pour les Dynamites de Laval, que Tony Nkolingo avait battu une équipe. Moi, je devais aller jouer à Ottawa, puis il a su que je m'en allais à Ottawa. Fait qu'il a dit, hey, tu reviens à Montréal. J'ai eu la chance d'être entraîné par notre monsieur Jean-Robert ici, qui a été un de mes entraîneurs. Super belle expérience, mais à travers tout ça, je coach des petites équipes pour m'amuser. Jusqu'au jour, j'ai un petit frère, je peux pas le dire, il va pas être content, je dis ça. On a 3 ans de différence, puis c'est les FC Select de la Rive-Sud. Puis il n'y a pas de coach. Puis l'équipe est à Brossard de cette année-là. Puis il me dit, qui veut coacher? Puis moi, j'aimais ça coacher. Je vais prendre l'équipe. Puis c'est parti de là. Je te donner une idée, dans cette équipe-là, il y avait Patrice Bernier, Patrick Leduc, Pascal Océan, Thierry Lebeau. Tous ces jeunes sont allés aux universités américaines après, à travers les années. C'était une belle génération qu'on avait sur la Rive-Sud. Fait que j'ai coaché là, puis tout s'est enclenché. J'arrête de jouer en 2007, la Ligue canadienne, ouais, c'est ça, 2007, on a arrêté, ouais. 2006. Puis, ouais, 2006, je joue ma dernière année dans la Ligue canadienne, puis 2007, j'étais adjoint directeur technique à Saint-Hubert. 2007, je prends le rôle de directeur technique. Puis, 7 ans plus tard, je deviens le directeur sportif. Et puis, François, on prend le projet PLSQ dans le temps. Et là, après le projet PLSQ, François quitte, retourne en France quelques années plus tard. Je décide de reprendre, vu que j'avais coaché les équipes de jeunes, je connaissais pas mal les générations 98, 99, 2000, 2001. Et je coachais les 2003 dans ces années-là. Je décide de reprendre et on garde la même mission qu'on avait avec François. On fait jouer que de jeunes. Et c'est là que c'est parti. Et là, on est là aujourd'hui. Formidable, super. Avant de poser ma première question, et pour enclencher sur le sujet de notre discussion aujourd'hui, toi, Diego, dis-moi,
un peu, c'est quoi les premières idées que tu penses quand on parle des potentiels chemins que les jeunes Québécois peuvent avoir ici? Tu sais, c'est quoi que, peut-être, ce que tu n'aimes pas entendre ou certaines idées qui sont un peu répandues à travers les jeunes? Tu t'en côtoies des jeunes tout le temps? Fait que moi, je suis très proche des jeunes de la Rive-Sud, justement, par le fait que je viens de là et tout ça. Fait qu'en parlant avec eux, moi, il y a quelque chose, j'en ai déjà parlé dans le podcast, tu le sais très bien. Moi, des fois, ça m'énerve, ça m'atteint littéralement que des jeunes partent dans des projets dans d'autres pays où ils ne sont pas mis en valeur, où on les prend juste comme étant un étranger de plus qui vient remplir l'effectif. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve parce que, certes, si on est en train de parler des opportunités académiques et tout ça, c'est un autre truc. Un autre truc au complet. Et c'est sûr que c'est bien, par exemple, si tu vas aux États-Unis pour l'académique, tranquille. Mais des fois, ils vont par un peu d'impatience, ils vont s'essayer par-ci, par-là, et c'est pas des projets qui sont nécessairement bons pour eux et qui pourraient, en justement évoluant dans les ligues d'ici, par l'universitaire d'ici, le collégial d'ici et la Ligue 1 d'ici, aller trouver ces opportunités-là maintenant avec le FC Supra. Puis, d'ailleurs, tantôt, quand tu as dit Supra, j'ai un peu bloqué là, j'étais comme, ouais. Mais bref, j'avais oublié qu'avant aussi ça existait. Là. Ça, c'est le syndrome de la jeunesse un peu. Mais bref, pour moi, c'est sûr, il y a le overseas, il y a le américain, mais il y a également le ici maintenant qui est en train de se développer. Donc, c'est les 3 parcours qui sont existants et que les jeunes ils doivent commencer à considérer. C'est ça. Mais justement, puis par exemple, j'aimerais commencer avec toi, Nasson. Toi qui dirige un peu tout le volet sportif à Saint-Hubert, pour toi, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes? Par exemple, là, tu as un jeune de 17 ans, un U17, que l'année prochaine, il passe en U19+, peut-être en Ligue 1 Québec. Lui, il est bon, c'est un des meilleurs de sa catégorie. Tu sais, c'est quoi un peu les avenues que chez vous conseillez aux jeunes? Parce que je pense que tu fais plus que juste diriger la direction technique puis la vision du club. Je crois que tu veux aussi propulser tes joueurs. Oui, ben nous au club, je pense qu'on est très reconnu pour envoyer nos joueurs à l'extérieur, mais on a à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on a développé, c'est le plan de carrière idéal. Le plan de carrière idéal, ça peut passer, c'est toujours le club, puis on met toutes les instances, RSEQ, universitaire, NCA. Une fois que tu as la sélection régionale, il ne faut pas oublier, tout commence par la sélection régionale. Fait que nos jeunes au club, à Saint-Hubert, à 14 ans, ils savent, ils sont au club. S'ils sont capables de faire le PR, ils font le PR. À la suite de ça, il y a les équipes du Québec. À la suite de ça... Et là, on parle de peut-être vers les âges de 14 ans. Oui, 14 ans, 15 ans. Et nous, on est un club où on a beaucoup d'athlètes au sport-études. Je suis impliqué au sport-études à travers la Ligue Excellence. Moi, j'arrive à repérer beaucoup de joueurs à travers la Ligue Excellence qui se passe. On a l'ancienne juvénile 3A qu'on appelait au secondaire. On développe. Fait qu'on essaie de leur tracer une ligne à travers le milieu scolaire et le foot en club. Alors, parce que c'est pas fait pour tout le monde d'aller à l'école, c'est pas fait pour tout le monde d'aller aux États-Unis. Nombre de joueurs ou joueuses, on les envoie aux États-Unis. Ils me rappellent au mois de... Hey, Nasson, j'aime pas ça, je veux revenir à la maison. Fait qu'on essaie de leur tracer un chemin. Déjà d'avance, on a un plan de match pour tous nos joueurs et joueuses à fort potentiel au club pour leur dire, bon, va aux États-Unis. Quand tu sors avec nos partenaires, peut-être qu'on peut avoir un essai ici ou un essai là. Fait que c'est quelque chose qu'on offre au club. Puis je pense que si tu leur donnes pas un plan, c'est là que ça revient que they're all over the place. Ils veulent à gauche, à droite. Et les jeunes, de plus en plus, je remarque, ils sont de plus en plus impatients. C'est quelque chose qu'il faut rencontrer les parents, leur expliquer le plan de match. Il faut qu'ils deviennent un peu plus patients. Mais tu sais, c'est un super bon point, Nasson. Puis, enfin, moi aussi qui un peu essaye d'aider les jeunes un peu, puis ceux qui vont regarder cet épisode, ils le savent, ils sont toujours très, très ouverts à me poser des questions, tout ça. Et puis certains, même qui sont passés par ton club, souvent, ils ont une idée préconçue, par exemple, dès l'âge de 15-16 ans, ils se disent, moi, je veux jouer en Europe. Et puis là, ils arrivent à 17 ans, je veux aller jouer en Europe. Et là, ils arrivent à 18 ans, l'âge où ils peuvent
aller dans un pays étranger et être inscrits dans un club étranger. Et pour eux, ils veulent y aller. Et souvent, je trouve, et tu me diras, Nasson, avec ceux que tu as eu dans ton club, le problème, je trouve, c'est qu'ils ne préparent pas un plan B, souvent. Et là, maintenant, avec la popularité de la NCAA, la NCAA, donc le circuit universitaire américain, plusieurs joueurs commencent à avoir ça dans le derrière de leur tête. Mais parle-moi un peu de ça. Tu as mentionné l'impatience, mais aussi le fait que les joueurs, ils ont juste une vision en tête et se ferment tout et mettent tous leurs œufs dans un même panier. C'est qu'il y a tellement de joueurs présentement, puis il y a des choses que beaucoup de parents ne sont pas au courant. Et premièrement, est-ce que tu as un passeport européen? Non. Baisse déjà de 50-60%. Ta chance de réussite. Après ça, moi, je dis tout le temps à mes athlètes, sers-toi de l'école, sers-toi du foot pour avoir un diplôme, toutes dépenses payées. On essaie de leur apprendre ça. Mais c'est vrai, comme tu dis, que les jeunes, ils veulent absolument aller en Europe, mais il faut leur faire comprendre que c'est combien de joueurs, puis JR peut en parler. Je vais vous nommer un joueur, Olivier Océan, qui a joué en équipe nationale. En Allemagne? Oui, qui a joué en Allemagne. Mais Olivier Océan, Collège français, Champlain, Junior College, University of Southern Connecticut, où il shattered des records de buts. Il se fait repêcher dans la MLS. Alors lui, s'est servi de l'école. Il se fait repêcher dans la MLS. Il n'a jamais mis le pied dans la MLS. Ils sont allés jouer un tournoi en Espagne. Il n'est jamais revenu. Parce qu'il avait tellement bien fait au tournoi en Espagne, clubs européens en Norvège sont allés chercher. Et de là, il a progressé en Allemagne. L'école, l'université peut servir pour atteindre l'Europe. Patrice Bernier, University of Syracuse, part de là après 1 an en Europe. Alors, on peut le faire. Puis, je veux pas que le monde pense que je parle juste NCAA. La NCAA. On peut passer par le Québec aussi. Parce que c'est aller à l'école en anglais à tous les jours, c'est pas tout le monde qui sont capables. Alors, il ne faut pas dénigrer qu'est-ce qu'on offre aussi au Québec. Alors, l'école, ils ont des bons programmes, que ce soit, je vous entendais parler de McGill, de Concordia, le John Molson High School, Business School, c'est un des meilleurs au monde. Alors, c'est pas négligeable. Alors que, des fois, rester à Montréal, ça peut être une solution aussi. Puis après, trouver des solutions pour aller à l'extérieur. Puis on en parle souvent dans notre podcast que là, maintenant, avec la venue du Supra, l'option RSEQ, donc le circuit universitaire québécois, devient de plus en plus attrayante parce que maintenant, il y a un pont directement vers un championnat professionnel. Mais justement, concernant la NCAA, justement, Jean-Robert, tu as joué à Hartford. Puis, tu as pu conseiller des joueurs aussi vers la NCAA. On s'en était parlé en off. Par exemple, Charles-Émile Brunet, c'est un des joueurs que tu avais pu côtoyer, qui maintenant fait super bien à South Methodist University, à SMU, dans une top 10 américaine. Parle-nous un peu de ce chemin-là, parce que oui, c'est sûr, on va donner des fleurs au circuit québécois, mais dis-nous un peu, c'est quoi les bienfaits de ce chemin-là? Premièrement, je crois que le parcours, il est vraiment individuel. Ça veut dire que chacun va avoir un parcours. Il n'y en a pas un qui est en fait meilleur qu'un autre. Si tu veux rester au Québec, c'est parce que c'est un choix qui te convient. Tu vas aller à l'Université de Montréal, tu vas aller à McGill, tu vas aller à l'UQTR. Okay? Ça reste un bon choix si ça rentre dans tes cordes. Maintenant, les options que tu as pour aller à l'université aux États-Unis, premièrement, il faut savoir que c'est hyper dispendieux. Okay? Donc, il faut que ce soit une bourse d'études. Si la famille te permet de payer, tant mieux. Mais il faut que ce soit une bourse d'études complète où tu n'as absolument rien à débourser. C'est ce que j'ai eu, moi, pour partir. Okay? On m'a dit, on t'offre une bourse d'études complète. Ça veut dire que tu es logé, tu es nourri, tes études sont payées, tes livres, tout ça. Et donc ça ressemble à quoi une bourse d'études complète, par exemple, par année, de ce que tu as entendu? En fait, dans mon temps, c'était à peine 16 000 $. Mais maintenant? Maintenant, c'est 50 000 $ et même plus. Ouais. Et plus. Okay? Donc, ça veut dire qu'une université de l'État, et puis tu habites dans cet État-là, tu es au Massachusetts,
tu vas peut-être payer 50 000 $ pour aller à Boston University, OK, Boston College. Mais maintenant, si tu es de l'extérieur, c'est nettement plus cher, c'est nettement plus dispendieux. Donc, est-ce que tu peux payer ces coûts-là? C'est extrêmement, extrêmement dispendieux. Donc, si ça te convient, oui, c'est un championnat organisé, tu as une appartenance à l'école qui est au summum, parce que dès que tu joues, c'est toute l'université qui va se déplacer. Peut-être pas au niveau des sports traditionnels américains, football, parce que tout dépend où ce que tu es, donc le football, le basket, mais le soccer reste quand même un sport très, très médiatisé. Donc, ça peut être intéressant dans la mesure où, premièrement, tu es boursier. Deuxièmement, est-ce que le choix du programme est bon? Parce que ce n'est pas toutes les universités. Quand on dit qu'il vaut mieux rester au Québec et puis étudier au Québec, mais si tu tombes dans une université qui est, je ne sais pas moi, deuxième division NCAA, et même une première division, où l'entraîneur, le programme n'est pas bon, il faut voir tout ça, parce que tu y vas pour les études et pour le foot. Donc, il faut que ce soit combiné. Alors, si tu tombes dans un très bon programme, oui. Par la suite, il y a un repêchage, un draft, comme on dit en anglais. Il y a un repêchage qui est fait par la MLS pour les joueurs universitaires. Donc, il y a un tremplin, OK? Donc, de ton école, de ton université, vers la MLS. Ça, c'est bien. Mais là, encore une fois, il faut penser qu'il faut performer. Ça prend quand même une performance individuelle. Il faut que tu sois à chaque année très, très bon. Hein, pour pouvoir aspirer à être repêché. Sinon, oui, tu décoches ton diplôme universitaire que tu aurais pu avoir simplement au Québec aussi, OK? Et par la suite, jouer ou aspirer en CPL et peut-être MLS. Mais encore là, il faut que tu sois bien vu par les détecteurs la détection des équipes MLS. Ouais. Donc, faire le choix d'aller à l'extérieur, mais ça prend tout ça. OK? Ouais. Est-ce que c'est plus onéreux? Oui, ça est plus. Okay? Est-ce que le programme est bon? Est-ce que tu tombes dans une conférence qui vaut la peine? Une conférence, ça veut dire c'est une division. Alors, si tu joues dans une université où ce n'est pas une conférence qui est reconnue pour avoir un parcours au championnat national, bah, tu joues un peu. Moi, quand je suis arrivé, j'étais au Connecticut à Hartford, on n'avait pas de conférence. Donc, il fallait avoir une saison extraordinaire. Ça veut dire sur 20 matchs, il fallait peut-être en gagner 19 pour être reconnu, hein, et avoir le droit de participer au championnat national. Oui, parce que le système pour participer au championnat national, c'est actuellement, je ne suis pas certain au moment où toi tu y as été, Jean-Robert, mais actuellement, il faut que tu sois dans un classement en fonction de tes résultats, en fonction de la force des équipes que tu as affrontées, tout ça, c'est presque un peu même subjectif. Oui. Donc, c'est un classement. Il faut vraiment que tu sois impeccable durant ta saison qui te permet d'accéder au championnat national ou que tu gagnes la coupe de ta conférence. Parce qu'à la fin de ta saison de 14 matchs, où tu joues un peu des équipes de ta conférence et d'ailleurs, tu as un tournoi de ta conférence. C'est un peu tes playoffs. Exactement. Et gagner ces playoffs-là te donne un ticket vers le championnat national. Exactement. Donc, si tu n'as pas tout ça, ta visibilité, elle est moins grande. Exact. Hein? Tu joues à UCLA, tu joues à, je sais pas, Michigan State, maintenant Syracuse, Clemson et tout ça. Ouais. Donc, ce sont des gros programmes. Donc, tu as une chance d'être premier ou dans les deux premiers de la division, ou bien de ta conférence, et puis là, tu peux accéder. Donc, c'est ça les accès. C'est ça qu'il faut voir avant de partir. Si tu tombes dans une école où personne ne regarde, ou bien tu es même... On utilise souvent dans notre podcast Eastern Illinois, mais c'est pas contre Eastern Illinois. Contre ces universités-là. C'est juste que la visibilité, elle est moins grande. Parce que ce que tu veux, c'est qu'à la fin de ton parcours de 4 ans, que tu sois bien vu par les équipes pro de la MLS. Okay? Alors, va pas te confiner dans un coin perdu aux États-Unis parce que tu veux partir pour être aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Mais Diego, justement, il avait un argument par rapport à ça, et vu que c'est l'extra time dédié à ça, moi, j'aimerais ça que tu nous dises un peu ce que toi, tu pensais de tout ça. Ouais, c'est... En plus, ça tombe hyper bien parce que je voulais vous poser la question par rapport à exactement ça, justement. Je suis un bon host, des fois. T'es un bon host. Vous avez parlé de visibilité, des médias et du scolaire. Ça, c'est quelque chose que moi,
Ben moi, littéralement, je suis dans ça, dans la visibilité. Je veux offrir la visibilité aux jeunes joueurs. Ouais. Mais justement, je sais que ça apporte une pression aux joueurs aussi. Et c'est quelque chose que j'en suis d'accord parce qu'il y a des pour à la visibilité, mais il y a des contre. Ouais. Et l'impatience vient de là, justement, de vouloir tellement que, oh, OK, hein, j'ai eu ma petite publication, le monde parle de moi, maintenant je dois partir parce que sinon le monde, ils vont penser que je suis pas bon. Ils partent dans des écoles de Saint-Clinclin des Meumeux des États-Unis. Et malheureusement, c'est pas ni bon académiquement, ni bon footballistiquement parlant. Et moi, je le dis parce que moi, je viens au foot. Mon père, il m'a pas fait jouer au foot parce que c'est trop cher. Fait qu'il m'a dit non, tu vas pas jouer au foot, tu vas jouer au basket, c'est moins cher. Et au basket aussi, c'est la même chose. Il y en a plein qui partent dans des écoles au Canada ou aux États-Unis et que c'est des écoles que tu dis, ah, yes, il est parti aux États-Unis, mais c'est pas des bons programmes. C'est ça. Et est-ce que vous trouvez, parce que pour moi, si j'avais la chance de revenir en arrière, d'être un petit peu meilleur au foot et de recommencer ma carrière, je prendrais justement cette voie-là scolaire en sachant, en m'entourant des bonnes personnes pour savoir si c'est des bons projets ou pas, parce que je trouve que le risk-reward d'aller justement à travers le parcours scolaire, t'as presque zéro risque, parce que soit tu réussis quelque chose au foot, soit tu as un diplôme. Est-ce que vous trouvez que c'est le meilleur système à adopter ou bien il y a ses contre, par exemple, aller dans des écoles un peu méconnues, n'importe comment ou... Je dirais que c'est bien dit dans le sens que faut faire attention. Faut faire attention. La pression, elle est là. La pression, tu pars dans un milieu qui est pas le tien. Ça veut dire que tu vis sur un campus universitaire américain. Si tu es bilingue, ça va bien. Si tu es unilingue, c'est déjà assez difficile. Mais il faut voir au bout de compte que tu es diplômé. Okay? Il y en a des unilingues qui vont en NCAA? NCAA? Oui, absolument. Absolument. C'est difficile. Hein? Je vous dis tout de suite, tu es vraiment dans une immersion en anglais. C'est sûr que tu ne peux pas remettre tes travaux en français. Là. Vincent, ça se voit qu'il a des histoires. C'est ça. On s'entend. Okay? À partir de là, tu as une pression d'être très bon, hein, parce que tu es étranger, tu es boursier. Et moi, quand je suis arrivé, on m'a dit pourquoi le Canadien il a une bourse d'études par rapport aux autres Américains. Okay? Donc, tu as une pression de performer. Et ça, c'est important. Ça peut forger comme ça peut te casser aussi. Hein? Alors, si tu ne performes pas bien, qu'est-ce que je fais ma première année? Je ne vais pas très bien à l'école, mes notes ne sont pas satisfaisantes. Tu as le risque de perdre ta bourse d'études, tu as le risque de ne pas jouer. Hein? Parce qu'il faut que tu maintiennes un standard au niveau académique. Alors, il faut être prêt mentalement pour tout ça. Et là, il faut préparer les jeunes. Il faut leur dire que ça va être compliqué, ça va être difficile. Ben, si tu es un bon étudiant, un bon footeur, bon, oui, mais il faut quand même travailler. Je veux dire, à la base, c'est ça. Après cette pression, ben, il faut gérer aussi ta vie personnelle là-bas. Tu es dans une chambre, un dortoir. Tu n'es pas à la maison. Alors, tout ça, il faut dire aux jeunes que, bon, vous voulez réussir, mais il faut être prêt à passer à travers toutes ces petites ces péripéties. Des fois, c'est des difficultés, c'est des challenges, mais il faut être prêt pour ça. En bout de ligne, ça peut payer. Mais en bout de ligne, il y en a qui arrêtent. J'aimerais te mettre te donner une situation, par exemple. Moi, je suis un jeune de Saint-Hubert. Je te dis, Nasson, j'ai une offre d'une équipe 175e, qui n'est pas dans une bonne conférence et qui n'a pas un historique de gagner beaucoup de matchs. Par contre, mon coach m'adore, mon coach me veut beaucoup, il me donne un full ride et je sens qu'il va me faire confiance et va beaucoup me faire jouer. Quel conseil et quelle est ta vision par rapport à cette situation-là? Ben, tu viens de dire des choses qui sont importantes. Le coach même, il va me faire jouer et ma bourse est complète. Maintenant, il y a à prendre en considération qu'est-ce que tu vas étudier. Ça, c'est la première question que moi je pose à mes jeunes. Je vais te prendre un exemple. Mon coach même, tout ça, mais je vais aller étudier en nutrition. Mais je dirais, reste ici, va à McGill. Pourquoi? Parce que la FDA, les lois américaines ne sont pas pareilles que les lois canadiennes. Alors, tu vas aller à l'école pendant 4 ans, mais tu vas revenir ici, tu vas aller à l'école encore. Alors, c'est tout. La première chose que je demande à mes jeunes, c'est tu veux aller en quoi? Si tu prends quelque chose qui est plus typiquement américain, ça ne marchera pas. Alors, il y a le pour et le contre. Oui, mon coach m'aime, oui,
Mais il y a aussi, tu vas aller à l'école, comme on a dit, revenir avec un diplôme que tu vas pouvoir utiliser Rapidement. rapidement. Sinon, Je suis d'accord avec Nasson parce qu'un jeune qu'on a connu très très bien, on nommera pas le nom, mais qui a fait ses études en génie à l'université de Rutgers aux États-Unis, très bonne université, mais après ses 4 ans, il est diplômé en ingénierie là-bas, mais quand il arrive ici, C'est pas reconnu. L'ordre des ingénieurs, il faut qu'il refasse une équivalence. Hein? Il n'est pas reçu automatiquement ingénieur. OK? Alors là, ça aussi, il faut y penser à ça. OK? Si c'est immédiatement transférable, soit comptable ou autre, il faut que tu passes finance, tout ça. Mais il faut effectivement, il faut que ce soit transférable directement ici si tu pars. Donc, voilà. Par contre, il y a un truc qui est transférable, c'est le fameux bac en sports management. OK? Et ça, je sais qu'il est transférable. Et c'est un programme qui est très populaire auprès des joueurs qui vont aux États-Unis. Maintenant, on coche la case. Moi, je m'en vais en sports management. C'est bon? Je fais comme 99% des autres étudiants. Et dans la situation où, voilà, c'est pas une université UP. Par contre, je sais que je vais avoir du temps de jeu. Parle-moi maintenant sportivement de l'opportunité. Mais sportivement, encore une fois, cas par cas, comme c'est important de voir cas par cas, c'est peut-être le meilleur chemin pour cette personne. Il va bien faire, il va bien se développer, bien réussir. Et en revenant ici, comme je dis, c'est pas tous les chemins mènent à Rome. Alors peut-être c'est ce chemin-là qu'il va emprunter, il va revenir et il va peut-être dépasser un qui est allé dans une grosse université qui ne joue pas. Et quand il va revenir, ils sont partis en même temps, mais celui qui est allé à l'université qui était un peu moins reconnu, à travers des essais, comme Jean-Robert a dit, à travers des essais, à travers des contacts avec des agents, va peut-être réussir à passer versus celui qui avait plus de talent, mais qui a perdu 4 ans de développement à ne pas jouer. Ça reste un peu le point commun pour tous les profils. C'est est-ce que le joueur a le niveau pour arriver en pro? Hein? C'est déterminant au point tel où tu dois travailler très fort, techniquement, physiquement, okay, mentalement. Okay? Tu veux faire un essai en Europe, tu veux jouer ici au Canada. Okay? Il faut que tu sois parmi les meilleurs. Le niveau pro demande des capacités au-dessus de la moyenne. C'est ça le professionnel. Tu dépends de tes moyens à toi, ça devient tes outils de travail. OK? Alors, si moindrement tu as des lacunes, que tu n'as pas travaillé, OK? Ton entraîneur universitaire t'a pas fait travailler, ton entraîneur de club t'a pas fait travailler, parce que l'idée, c'est ça. L'idée, il faut que tu sois dans le top, OK, de la sphère pour pouvoir dire que je suis un bon pro. Hein? Ceux qui se cassent le nez en Europe, c'est pour ça. C'est parce que c'est la crème de la crème qui est là-bas. Alors, quand tu arrives, tu sors du Canada, oui, maintenant, on est 26e mondial et tout ça, mais ta formation, est-ce qu'elle te permet d'arriver au top de la pyramide? Parce que quand tu arrives là-bas, il n'y a pas de pitié. Ils ne prennent pas n'importe qui. Hein? On parlait du passeport européen. Tu pars avec une prise contre toi si déjà tu es hors communautaire. Exact. Hein? Donc, ils ne vont peut-être même pas te regarder parce qu'ils vont trouver des joueurs qu'ils ont déjà chez eux, qui ont été formés par leur club, okay, qui n'ont peut-être pas cette étape universitaire parce que là-bas, tu es pro à 16 ans. Hein? Alors, quand tu arrives, toi, à 18 ans, parce que tu ne peux pas quitter avant, les lois de la FIFA interdisent au club maintenant de signer des joueurs étrangers avant 18 ans. Donc, quand tu arrives à 18 ans et tu arrives en Europe, le gars qui était dans l'académie de l'Ajax, qui a fait ses classes à Milan, qui a fait ses classes au PSG, tu veux le déloger, il faut être vraiment réaliste avec les jeunes, puis leur dire, voilà, c'est peut-être pas ton chemin à toi. Okay? Et ce qui s'offre à toi maintenant, c'est la Ligue 1, okay? Peut-être un bon CPL,
et par la suite la MLS. Parce qu'il y a des académiciens même du CF qui n'ont pas été signés. Okay? Ils restent pros, ils sont en CPL, mais ça reste que c'est une infime partie qui vont au top. Ouais. Alors, quand je dis que c'est un projet qui est individuel, il faut vraiment, vraiment conseiller les jeunes pour dire, ben voilà pour toi, ton plan, si à Saint-Hubert ils font ça, voilà ton plan de travail et voilà où tu peux aller. C'est ça. Il faut l'aider, il faut le guider vers ça. J'ai une question sur ça, justement, en parlant un peu de l'Europe et du professionnel. Ouais. Depuis tantôt, on parle du scolaire, mais on ne va pas se mentir. Des fois, le scolaire, c'est compliqué pour certains. Ouais. Ça, c'est pas la voie pour tous d'aller vers le scolaire. Le Des sports fois, management, ça a l'air de réussir à plus que il y en a plusieurs qui vont là-dedans, là, mais c'est quelque chose que, malheureusement, il y en a certains qui vont là-dedans, ils vont se tirer une balle dans le pied. Maintenant, pour les joueurs que pour eux, c'est le foot professionnel. Déjà, de un, moi, ce que je dis à plusieurs, c'est qu'il y en a beaucoup de gens ici, de jeunes, qui ne se rendent pas compte de la discipline et de la responsabilité que tu dois avoir pour arriver professionnel. Absolument. Moi, un ami que j'ai depuis tout jeune, que je le vois depuis que j'ai 12 ans s'entraîner à chaque jour, Zakaria Baous, qui jouait justement à Saint-Hubert, jusqu'à aujourd'hui, qui s'entraîne à tous les jours, super discipliné, et personne ne lui demande rien. C'est peut-être la seule personne que je connais avec cette discipline-là. Fait que là, voir des jeunes qui s'entraînent 2 fois semaine, dire « Oh, je m'en vais en Espagne, je m'en vais en Allemagne, je m'en vais quoi que ce soit », il y a une différence. Et aussi, il y a une statistique, c'est que 99% des joueurs n'arrivent pas à signer pro, mais les 99% des joueurs pro sortent d'une académie. Est-ce que c'est quelque chose d'intelligent pour un jeune d'ici qui veut vraiment arriver pro et que malheureusement les études ça ne suit pas, d'aller s'essayer en Europe dans une académie, voir ok peut-être au pire je gagne en expérience que quand je reviens ici j'ai quelque chose de plus que le reste, ou bien c'est trop un gros risque à prendre pour rien? Je vais essayer Nasser. C'est sûr que si tu veux aller dans les académies en Europe, j'ai un de mes jeunes qui était à Dijon. Qui était à Dijon, qui a été à Dijon, bien fait à Dijon. Il joue en national, ça va super bien. Revient Whitecaps, quand il y avait le residency, le résidence, programme de résidence. Joue avec les Whitecaps, programme de résidence. Joue dans l'ancienne ligue du CF Montréal, c'était le USL. Avant que ça devienne la MLS. Avant que ça devienne la MLS. Il gradue avec l'équipe, quand l'équipe Vancouver rentre dans la MLS, joue en équipe nationale. Alors oui, il y a des risques des fois. Tu prends un bon risque, tu as le reward qui vient avec. Alors, mais l'élément qui est important dans ce que tu as dit, tout est dans ton comportement. Tu veux être pro, mais tu ne fais pas les efforts, tu ne veux pas t'entraîner. On donnait l'exemple de Zakaria Baous, que je suis avec lui encore présentement. Il s'entraîne à tous les jours, il court à tous les jours. Ils sont un groupe de 4-5 gars de notre équipe. Mais eux, ces 4-5-là, ils ont une seule mentalité. C'est, on veut devenir pro. Puis pour te faire un petit parallèle, tu as un gars qui a gradué de l'Université de San Francisco, il y a 21 ans. Il a fait des essais ailleurs. Et son but, c'est... Moi, j'ai un NCAA, j'ai mon bac. Mais lui, c'est un late, fait qu'il a gradué à 16 ans à l'école, fait qu'il a tout fait rapidement. Il a 21 ans, fait que lui, il a son papier. Il est prêt à y aller, là. Ah oui, là, il peut... Lui, qu'on parlait risque, le problème, c'est que il va falloir qu'il veut prendre le risque, mais lui, il peut prendre le risque parce qu'il a quand même le papier derrière. D'autres joueurs, comme tu as mentionné, des fois, c'est ça, c'est la chose à faire. Mais il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils aient la discipline de vouloir réussir. C'est qu'est-ce que je trouve avec les jeunes Québécois. Beaucoup, oui, mais est-ce que tu veux mettre les efforts? Les efforts, c'est ça, ça et ça. Et c'est ça le problème qu'on a. On a peur de la concurrence. Dès qu'on a de la concurrence, on change d'équipe. Alors, si déjà là, tu as cette mentalité-là, tu vas aller en Europe, Robert l'a bien expliqué tantôt, toi, tu es un étranger. Absolument. Le petit Mexicain, on va dire, là, qui est au Mexique, puis il voit le petit Canadien arriver, là,
je peux te dire, les 10 Mexicains vont s'assurer que lui, il ne Ah oui. réussisse pas. Ouais, qu'ils ne soient pas contents. Qu'ils ne soient pas contents. Son temps là, ça pas. Maintenant, est-ce que tu as la mentalité de vouloir passer à travers ça et te faire accepter dans ce groupe? Ça, c'est quelque chose qu'on a de la misère. Mais, et puis, là, maintenant que tu as ramené le volet européen, Ouais. parce qu'on a pu bien développer par rapport à ce qui est en NCAA, ben, je pense aussi que les joueurs doivent se préparer pour les deux chemins. Parce que à la fin de la journée, quand tu arrives et tu as 18 ans, Ouais. ben, je crois que les joueurs doivent se mettre dans leur tête qu'ils ne partiraient pas en Europe pour absolument avoir à dénicher un contrat en Europe. Parce que il y a aussi quelque chose par rapport au chemin universitaire, c'est que c'est dur d'exceller quand tu es jeune à l'universitaire américain. C'est très difficile d'exceller quand tu es jeune. Donc, quand tu arrives à l'âge de 18 ans, 19 ans, souvent, ça finit en redshirt. Ça finit en une année que tu joues pas beaucoup ou que tu auras gaspillé dans ton éligibilité. Donc, dans l'objectif de passer professionnel, je pense que les joueurs, dans un monde idéal, pour moi, si je devais conseiller quelqu'un qui a le talent, je pense, de passer quelques années en Europe, ça serait de faire 1 an, 2 ans, de continuer l'école sur le côté. Vous en pensez quoi? De continuer l'école sur le côté et éventuellement, là, de revenir à l'université. Parce qu'il y en a qui le font. Ben, il y en a un qui est passé par le CS Saint-Hubert, qui fait très bien et je pense qu'il aura une très très belle carrière universitaire. Tayon Lim, qui a joué avec toi avant de partir en Europe. Je l'ai eu au secondaire. Voilà, exact. Donc ça, c'est un exemple d'un excellent joueur qui peut-être, il lui manquait juste le passeport pour réussir. Ouais, mais en Tayon, Europe. je vais mettre Tayon, il a la discipline. Aussi. Tayon est parti au Portugal en secondaire, l'année secondaire 5. Il faisait l'école en ligne. Voilà. Alors, ça, c'est la discipline. Ouais. Alors, il a tout fait, il est revenu, il est allé, il est reparti, il continuait l'école en ligne. Alors, si tu n'as pas cette discipline, Tu peux pas. comme plusieurs l'ont, lui, il poursuit ce rêve d'être professionnel. Ça n'a pas tout à fait marché, il a signé, il n'a pas joué. Mais il est allé chercher cette expérience, mais il a continué l'école sur le côté. Et là, aujourd'hui, ça l'a permis d'avoir une bourse d'études aux États-Unis. Exactement, c'est ça. Les parcours sont différents et puis ça, il faut se le dire. Il faut dire aux jeunes, premièrement, la carrière pro, elle est courte. Okay, pourquoi? Performance. Après, chaque 2 ans, tu es réévalué. Est-ce que je signe? Est-ce que je ne signe pas? Est-ce que le club me garde? Il y a les blessures. Hein? Il y a cette concurrence. Et avant tout, il y a l'accès. OK? C'est pas permis à tout le monde d'avoir un essai. Pourquoi? Parce que si je pars d'ici, on parle vraiment de nos joueurs canadiens, ben, comme j'ai dit, il y en a très peu qui ont réussi. Si tu prends les top 5 championnats européens, ou même ailleurs, en Amérique du Sud ou ailleurs, voyons voir combien de joueurs canadiens on a placés là. Hein? Là, pour le moment, on a qui? Davis en Bundesliga au Bayern. On a Eustáquio au Porto. Et même Davies, par exemple, c'est un joueur qui a dû passer pro déjà chez lui avant Exactement. d'exporter. Et ça, c'est un profil un peu particulier parce qu'il n'a pas fait nécessairement les académies et tout ça. Il a fait des clubs. Et puis d'un coup, comme ça, il est sorti. Koné, qui joue en Italie maintenant. Ouais. Okay? Donc, si on regarde, c'est très, très, très peu de joueurs. Si on regarde le top niveau, quand je dis la crème de la crème, c'est ça. Donc, il faut faire réaliser aux jeunes que tu dois déjà être hyper dominant chez toi, OK, pour réussir. Tu peux être pro, comme j'ai dit, en CPL, tu peux être pro en USL, tu peux être pro dans un championnat européen qui est en fait moins bien coté que les top championnats que je viens de citer. Ça veut dire que la Liga, on va regarder le Calcio, on va regarder la Bundesliga, on va regarder EPL, ce qui est un des plus grands championnats dans le monde. Ça veut dire que la division anglaise. Après, dans les 5e, tu tombes en Portugal, la Hollande, Ligue 1. Je m'excuse si je ne les mets pas en ordre. Mais est-ce que c'est accessible pour nos joueurs canadiens? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de rêve. Hein? Tout est possible. Surtout pour ceux issus du milieu amateur québécois. Du milieu amateur québécois. Mais là, de là à dire que je vais aller déclasser un jeune qui est déjà à Milan, qui a fait toute sa carrière de jeune là-bas,
qui a travaillé pour être pro, peut-être qu'ils vont pas aussi souvent à l'école, ils ont 2 séances par jour, et ça, ils travaillent. En plus de ça, tu as la concurrence des autres pays. Tu as des joueurs africains avec des académies qui sont hyper performantes. Moi, j'ai travaillé avec une académie africaine pendant 1 mois. J'ai un collègue qui a fait venir sûrement une des meilleures académies qui existe au monde, académie privée, JMG. Mais il faut voir le travail. Oui, Jean-Marc Guillaume, l'académie Jean-Marc Guillaume. Il faut voir le travail que ces jeunes-là font, OK, en termes préparation, formation technique et tout ça, à 2 séances par jour. C'est vous qui les aviez ramenés il y a de ça, peut-être 10 ans de ça? C'est pas moi, mais c'est un ami à moi qui a fait les contacts. Moi, j'ai collaboré. Mais c'est juste pour dire comment c'est vraiment, c'est pas inaccessible, mais il faut vraiment qu'on dit plus que discipline. Il faut bien travailler, parce que c'est pas juste le travail, mais il faut bien travailler. OK? Alors, si tu n'as pas tout ça au préalable, mais il faut même pas y penser. Je vais être vraiment réaliste. Moi, je sais ce que je dirais à un jeune. Les chances sont minimes. Minimes. Mon fils a fait l'Académie de l'Impact, qui est devenu l'UCF par la suite. Sa génération, c'est dommage à dire, les 2001, il y a un joueur qui a signé en MLS, c'est Sirois. Après, tous, ou la plupart, les meilleurs, jouent en CPL, ou bien d'autres ailleurs. Et sans compter, c'est ceux qui ont... Et sans compter ceux qui sont plus dans le circuit. Ils sont plus dans le circuit. Ils sont plus dans le circuit. Ils jouent même plus, là. Ça, c'est toute une génération de joueurs là, qui ont eu des entraînements à tous les jours avec l'Académie de l'Impact. Alors maintenant, si tu parles de joueurs de club qui font 2 séances semaine, oui, tu cours à côté, tu es discipliné, mais est-ce que tu travailles bien en fonction de ce que tu veux faire? Alors oui, quand je disais que la carrière de joueur de foot, elle est courte, il faut penser à avoir autre chose. Pour nous ici, hein, ton diplôme universitaire, si tu as d'autres intérêts, maintenant, il y a des jeunes qui réussissent sans diplôme, donc il faut savoir c'est quoi, quelle est ta passion, quels sont tes intérêts, mais il faut vraiment bien les guider pour dire, oui, c'est un rêve, oui, c'est possible, mais les étapes, elles sont celles-ci. Alors, il faut faire attention dans un conseil, pour dire, ton parcours à toi, je pense que c'est celui-ci. C'est ça. Hein? Moi, je veux juste rajouter un élément. Les joueurs africains, les jeunes de la favela au Brésil, les jeunes en difficulté, eux, c'est une question de vie ou de mort. Et cette question de vie ou de mort, pour nous, les Canadiens, Québécois, est-ce qu'on l'a réellement? Bien souvent, déjà, le foot, jouer au foot, ça coûte 1500, 2000. Les parents sont assez bien, ceux qui ont les moyens aisés. Fait que c'est pas tous les jeunes. Oui, je veux devenir pro, mais es-tu prêt à mourir pour devenir pro? Exact. Littéralement, c'est pas de façon. Mais es-tu prêt à mourir? Et c'est là que c'est pas tous les jeunes. Il y en a qui ont le talent, qui ont le potentiel, mais ils sont pas prêts à mourir pour faire leur place. Et ça il y a des bons joueurs, ça change tout. Il y a des bons joueurs qu'on envoie et ils reviennent. Puis les commentaires que j'entends des coachs, des dirigeants, je te donner un exemple. On envoie un défenseur central. Nasson, il ne parle pas. Il est muet. Il est donnant. Mais pourtant, quand il est ici, tu as envie de lui dire, il la ferme. Mais rendu là-bas, ils sont impressionnés, c'est comme intimidés, mais tu amènes le jeune africain, où ce que sa famille, c'est lui qui va, s'il passe pas, c'est lui qui va nourrir, lui, il est prêt à arracher une jambe. Mais c'est aussi, c'est un très bon point, Nasson, mais c'est aussi, il ne faut pas oublier que les joueurs qui passent de Saint-Hubert, FC Laval, Longueuil, à une académie, c'est très rare qu'il y ait un joueur qui ait l'opportunité d'aller là-dedans, dans des conditions propres, classe, de haut niveau. Très, très souvent, tu t'en vas dans une 5e division portugaise où tu es dans une chambre, comme la pièce ici, où il y a 20 joueurs, ça sent pas bon, il fait 40 degrés, il n'y a pas de climatisation. Et là, le gars, il se dit,
Moi, je suis passé de Montréal. Pour lui, l'Europe, c'était ça, c'était c'est la un rêve. grande, oui, la grande académie, Ouais. tout ça, le lit bien rangé, une chambre à 2 grand maximum. Puis il y a des joueurs de, tu sais, là, J'en ai la beaucoup. génération à Tayon Lim, par exemple, qu'on a Ouais, j'en ai mentionné, beaucoup qui les sont 2004 qui sont partis Ouais. là-bas. J'en ai. Ils sont revenus ici presque en dépression parce que ils se sont dit, c'est pas l'idéal qu'ils se sont mis dans leur tête. C'est ça. Je connais bien la génération parce que j'en ai encore quelques-uns qui sont là-bas. Mais par contre, ceux qui étaient prêts à mourir, on va dire, qui sont encore là-bas, ça signe en deuxième, ça signe en... Tu comprends? Fait que, il y en a qui ça les a troublés, Ouais. puis il y en a qui ont, tu sais, ils ont passé à travers. Ouais. Alors, c'est comme, c'est trouver l'équilibre. C'est comme je dis, c'est pas pour tout le monde, le professionnel. Non. Parce qu'on s'imagine, comme tu as dit, oui, ça va être beau, nanana, mais c'est pas ça. C'est, tu dois souffrir. De là à dire aussi que tu dois faire attention, académie, mais c'est quoi? C'est comme le choix d'une université, OK? Il y a beaucoup d'académies qui existent, des académies privées, parce qu'on on s'entend, un centre de formation, c'est pas la même chose. Un centre de formation, c'est un club, donc on revient encore à l'extra-communautaire européen, on revient encore à ça. Tu peux pas aller avant 18 ans là-bas, OK? À moins de faire des arrangements, et puis ça, c'est pas évident. Donc, si tu vas dans une académie en Espagne et tu dois payer un certain montant, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu as posé des questions à ces dirigeants-là? Ça m'amène vers où? Quels sont les contacts qui seront faits pour moi? Et est-ce que j'aurai vraiment des essais sérieux vers des clubs pro? Parce que je peux payer 5 000 $ pour une académie quelconque. Okay? Et on me fait miroiter toutes sortes de choses. Et comme tu dis, là, les conditions deviennent exécrables parce que je suis laissé à moi-même dans une chambre, je dois me nourrir, je dois me déplacer pour aller aux entraînements et tout ça. Donc, effectivement, les obstacles deviennent insurmontables pour certains. Okay? Alors, mets-toi dans des conditions. Donc, à nous, formateurs, conseillers, de leur dire, ben là, peut-être qu'il faudrait que tu restes ici. Parce que oui, tu es prêt à payer 5 000 $ pour une académie privée, mais l'académie privée, ce n'est pas le centre de formation du Havre ou le centre de formation de Lyon ou tout ça. Et là, tu fais référence, Jean-Robert, aux académies qui sont ici à Montréal. Hein. Donc, Ici ouais, voilà. et ailleurs. Oui. Parce qu'ici aussi, on a des académies privées. Voilà. Les jeunes peuvent payer des 3 000 $ pour une académie qui dit, bon, à la fin de l'année, je t'emmène faire un voyage. Mais un voyage, c'est peut-être un voyage d'agrément, un tournoi. Mais ça ne donne pas accès au club avec lequel tu es soi-disant chapeauté. On a eu des académies de Barcelone. Ici, on a eu des tentes. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, on a eu... Villarreal, Valence. Il y a Valence, il y a eu la Juventus est passée. Il y a eu plein. Ouais. OK? Mais tout ça, je ne dis pas non. Mais maintenant, c'est quoi le coût? C'est qu'est-ce qui est derrière le projet? C'est ce qu'on dit. C'est quoi le projet qu'il y a derrière? Mais... c'est du cas par cas aussi. Cas par cas, c'est un projet individuel. Conseillons-le pour lui dire, bah oui, peut-être que si tu es au CF, c'est bien. Si tu vas à l'université, c'est aussi bien. OK? Mais par contre, c'est pour toi, ça te cadre toi. OK? Il n'y a pas de recette magique là-dedans pour dire que je vais réussir en pro. Parce que comme j'ai dit, à la toute fin, on prend que les meilleurs. Alors, si tu n'es pas dans cette petite... petit pourcentage qui réussit. Et même les top joueurs français, les top joueurs italiens, ils ne jouent pas tous en D1. Il y en a qui sont recasés en D2, en D3 et tout ça. Donc, le joueur canadien qui arrive, et puis tous ceux qui ont fait les centres de formation de ces grands clubs qui sont reclassés maintenant, mais toi, tu arrives... je ne suis pas certain que tu vas déclasser le top. Tu arrives de la PLSJQ, puis là, tu dois te battre contre celui qui est coupé de la Juve. Qui est coupé de la Juve, qui joue maintenant à, je ne sais pas moi, à Lecce en deuxième division. Ben, il faut être réaliste. Exact. C'est certain que j'arrête ma carrière à 37 ans, et puis tu as toute une vie pour travailler maintenant. Et tu te rabats sur quoi? Tu comprends? Donc, c'est important de leur dire que oui, c'est bien d'être pro, mais il y a des réalités. Et ces réalités-là, il faut leur faire voir tout de suite pour leur dire exactement, le projet, ça c'est le tien,
c'est pas celui d'un autre. OK? C'est comme j'ai un jeune au club en 2007. Il est allé en sport-études en Italie. Ouais. Parce qu'il pouvait pas, il n'avait pas 18 ans. Ouais. Il est allé, il a fait toute l'année. Il a tellement bien fait qu'il y a un club à Rome qui lui a offert un contrat. Ouais. Et lui... Ah oui, c'est ton ailier, ça. C'est ton petit ailier qui était capitaine de la génération 2007, ça. Avec des longs cheveux. J'ai oublié Ouais. son nom. Benjamin. Benjamin, voilà. Ouais, voilà. il y a des belles réussites. Il a des belles réussites, mais ouais. lui, il est passé par le système sport-études. Parce qu'étant donné qu'il ne pouvait pas intégrer Non. un centre de formation, Exact. mais il y a beaucoup, Parce sais... qu'il n'avait pas 18 ans, Non, justement. on alors revient, lui en fait. est allé continuer Voilà. l'école, un Ouais. genre de sport. Pour contourner un peu ce système. C'est ça, et Ouais, s'entraîner de façon soutenue. Ouais. Et c'est un petit garçon très sérieux. Cette année, il est revenu passer l'été ici, il a joué en Ligue 1 2007. Et puis, au mois d'août, tous ses papiers étaient faits, on l'a libéré, on a reçu de son club la demande de transfert international. Mais maintenant, jusqu'à quel niveau il va jouer maintenant après un certain temps, c'est l'autre chose. C'est ça. Ça veut dire qu'il peut très bien être là-bas, puis en bout de ligne, je ne sais pas, oui, ça peut aller très haut, comme ça peut être à un niveau... Et avoir à préparer un plan B pour éventuellement continuer à fleurir, puis à percer peut-être par une autre porte, bien sûr. Mais comme je dis, le top niveau, est-il accessible? Il faut voir. Les statistiques sont là. Ouais. Hein? Ce jeune-là, s'il est satisfait de jouer dans une D3 italienne, une D2, et on lui souhaite de jouer plus haut, mais les statistiques sont là, en sens que maintenant, on a quelques joueurs seulement qui jouent dans les top clubs. C'est clair. Mais aussi, c'est très important, je pense, de réaliser qu'à la fin de la journée, une carrière de foot, je pense que ça ne se limite pas juste à jouer en Série A ou en Ligue 1 ou en Bundesliga. Je pense qu'un joueur qui joue en Série C ou à Besançon, mais tu peux être très très fier de ta carrière. Oui, absolument. Et on a un petit Ismaël Cajazo qui je suis pas certain s'il est passé à Saint-Hubert, mais je crois qu'il était sur la Rive-Sud, dans un club de la Rive-Sud. C'est un jeune 2004, qui aujourd'hui, il joue en Série C parce qu'il a fait il a pris ce risque. Il est allé outre-mer, il est allé au Portugal, il a pris d'autres risques vers l'Italie. Et puis maintenant, il a pu faire des belles saisons en 4e division italienne, 2 belles saisons en 4e division italienne, et ça se trouve que son club a été promu en Série C. Maintenant, c'est un joueur professionnel. Et c'est un joueur d'ici qui était issu du milieu amateur. Ça me donne justement un pont pour le prochain sujet d'un joueur maintenant on a parlé du volet universitaire, on a parlé peut-être de l'option européenne et de tout ce que ça comporte. Moi, je veux savoir un peu, en commençant peut-être par toi, Nasson, un joueur de 15 ans qui est ici, issu du milieu amateur, il y a une académie MLS qui cogne à sa porte. Une académie MLS pas très loin du port de Montréal. Le CF Montréal appelle un joueur amateur québécois. Qu'est-ce que tu penses et quelles sont les questions? Parce que je crois qu'aujourd'hui, en 2025, je ne suis pas convaincu que ce soit automatiquement oui, tu y vas et tu ne regardes rien. Aujourd'hui, le système et les dispositions sont mises où peut-être qu'il y a d'autres options et peut-être que certains joueurs, comme on parle de cas par cas depuis le début, peut-être qu'il y en a certains pour qui ça ne s'applique pas. Peut-être. Oui, tout à Qu'est-ce que fait. tu en penses? Moi, je le vis, notre génération de 2010 qui vient de passer, où j'ai perdu 5 joueurs. Malgré la belle saison, on va au championnat canadien, PDJ, mais dans ce groupe, on perd 5 joueurs. Le dernier joueur à partir, on a dû avoir cette discussion avec le père. Parce que le père n'était pas très enthousiaste à vouloir aller, parce que la première fois je suis allé, on m'a recoupé, la deuxième fois encore, et maintenant, avec le travail qu'on avait fait avec lui au club, il a réussi à élever son niveau, c'est un très bon joueur, et là le CF Montréal, son père est venu s'asseoir avec moi dans le bureau, on a eu une bonne discussion, à savoir, est-ce que c'était la meilleure chose pour son fils? Il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs choses, changement d'école, changement d'environnement, le voyagement, parce que les parents ne peuvent pas toujours aller l'amener ou aller le chercher. Alors ça veut dire, à 14 ans,
Je donne un exemple. J'habite à Saint-Amable. L'autobus ne passe pas à tous les heures à Saint-Amable. Il faut s'assurer qu'au métro... Fait que c'est demandant. Il faut que les parents mettent carte sur table avec les parents. Et aussi, qu'est-ce que l'enfant veut? À chaque 1 an, c'est renouvelable, le CF Montréal. Hein? Ouais. Alors, puis moi, ce que je dis, c'est que quand on les envoie, quand on les pousse des fois, c'est nous qui ramassons les pots cassés. Voilà. Quand ils reviennent. Alors, c'est tout un reframe, recadrer le jeune. On parlait tout à l'heure de la génération 2001. Dans l'équipe de Jonathan Sirois, il y avait 8 joueurs du club, génération 2001, qui sont partis au CF. Vous savez combien qui jouent au foot aujourd'hui? De façon compétitive. 2. 1, Jonathan Sirois. 2, London Duran Brown. Sur 8. Oh, c'est énorme. C'est une dure réalité parce que tous ces sacrifices, comme on a dit tout à l'heure, il y a des joueurs dans d'autres pays qui sont prêts à les faire, peut-être marcher, aller, tout ça. Ici, cette discipline qu'on demande, cette mentalité, cette motivation, OK? Comme on dit, si tu veux l'atteindre, il y a des choses qu'il faut que tu fasses. Il y a des joueurs qui sont passés, et je quitte un peu notre milieu québécois, qui sont allés dans des petites divisions en Europe, qui se sont fait une petite carrière et sont revenus plus tard pour jouer dans la haute sphère, ça veut dire MLS. Ça veut dire que des fois, oui, il faut jouer en 4e division au Portugal, en Italie. Il faut passer par là, et d'où le mental, il faut être très fort pour peut-être avoir cette chance de jouer à un top niveau, que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs. Actuellement, le mien, mon fils, c'est ce qu'il a fait. Il a fait 4 ans, 2 ans à York, 2 ans à Pacifique. Et après 4 ans dans la CPL, il dit, papa, il faut un autre challenge. Et il joue actuellement au Japon. OK? C'est un autre niveau, c'est une autre mentalité. Notre culture foot. Culture foot qui est différente, mais il apprend. Il joue avec des joueurs plus expérimentés, des gars de 30 ans. Tandis qu'au CPL, on sait que c'est une ligue pour des jeunes. Ouais. Et là, il avait besoin d'autre chose, il avait besoin d'un autre défi. Mais ça, il faut le faire. Partir d'ici pour aller s'exiler dans un pays en Asie comme ça. Donc, est-ce que tu es prêt à faire tous ces sacrifices pour y arriver? Ça, c'est l'autre chose aussi. Mais on revient... Ça revient à la même chose. Ça veut dire que CF Montréal, il faut que tu sois prêt pour ça. Est-ce que c'est le bon choix d'aller au CF? Maintenant, je dirais, je m'excuse de dire, que le CF ne reçoit peut-être pas tous les meilleurs maintenant, puisque déjà, ils ont d'autres avenues. Ils ont des choix maintenant. Ils ont des choix maintenant. Moi, quand Cédric a intégré, c'est simple, on a dit tout de suite, c'est la meilleure formation qu'on puisse avoir. OK? On a dit oui, il est parti, et puis changement d'école et tout ça, mais il était prêt, dans sa tête, c'était ça. Mais c'est pas ça pour tout le monde. OK? Maintenant, si on ne va pas au CF, il y a d'autres choses. OK? Les gars jouent en Ligue élite. Ils jouent par la suite en PLSJQ maintenant. Je pense que les clubs sont commencent à être beaucoup mieux organisés. Exactement. Donc, ils peuvent offrir. Soccer Québec sont après nous. Exactement. Ils veulent qu'on s'assure. Alors, je suis d'accord avec lui parce qu'il y a certains joueurs qui disent non. Il y a des bons joueurs que moi, je peux dire que je regarde encore une fois à travers le réseau scolaire quand on joue les jeux. Le petit garçon qui habite à Rivière-du-Loup, là, peut-être lui, là, il est très, très bon, fort potentiel. Mais déménager à Montréal, puis revenir une fois de temps en temps à la maison, ça ne lui tente pas. Exact. Et ça, c'est en comptant aussi ce que tu as mentionné comme premier point, c'est l'école, parce que tu vas être fort probablement forcé d'aller à Antoine de Saint-Exupéry ou à Edouard-Montpetit, qui peut-être seront deux scolarités dont les parents ne seront pas favorables à ça. Et je ne suis pas certain pour le volet anglophone, par contre. Pour la Rive-Sud, c'est Collège français. Collège français, côté anglophone, ils ont Lester B. Pearson. J'ai travaillé dans la cellule de recrutement pendant 2 ans pour l'Impact. Et je sais qu'ils n'ont pas signé certains joueurs à cause de l'école. À cause de l'école. Okay? Et ça, ils ont tout fait pour avoir des partenariats avec soit d'autres écoles, des écoles privées et tout ça. Mais il y a certains parents qui ont dit non, on ne va pas laisser notre école
pour aller vers une école qui nous est imposée. Okay? Mais ça, c'est, encore une fois, ça, c'est un obstacle à ce qu'on peut dire ou une embûche à devenir pro. Okay? Tout ceci pour dire que c'est pas un parcours qui est facile. C'est pas un parcours qui est facile. Et je dirais même en Europe, ils ont ce problème-là aussi. C'est pas tout le monde qui veut intégrer un centre de formation et puis rester là en résidence parce que je suis à Nantes et puis je sais pas, moi c'est Marseille qui m'offre ou bien le cas contraire, je suis dans le sud de la France et puis il faut que j'aille au centre de formation de Lens. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. C'est ça. Okay? Donc, je reviens à dire que le parcours, il est vraiment personnel, particulier. Il y a des embûches, il faut être prêt. Et le niveau pro exige un degré de performance et de préparation et tout ça de plus. Et j'en viens à dire, discuter avec les jeunes pour leur dire, voilà ce qui s'offre à toi. Et si tu veux y arriver, tu dois mettre des bouchées doubles parce que tu vas jouer avec la sphère la plus haute. Et tu vas avoir des gens qui vont venir te voir, tu as des agents, tu as des performances, tu as un contrat à signer, il faut que tu restes dans le top, ta carrière peut s'écourter, tout ça. Et il y a 1 million d'éléments qu'il faut dire à un jeune de 15 ans qui rêve et puis lui dire, bon voilà, on va te mettre terre à terre maintenant et on va t'expliquer. Ici au Canada, il y a des opportunités qui s'offrent comme maintenant. Notre CPL est devenu un petit... c'est la nouvelle porte pour les jeunes. J'ai un seul conseil à donner à les jeunes. Ouais. Puis souvent, c'est... pas les jeunes, mais à tous les conseillers, à tous ceux qui veulent... Il faut préparer nos jeunes à aller en essai. Ouais. Ça, c'est quelque chose, on les envoie. Ouais, je t'ai trouvé un essai à York. Ouais. OK, bye, pars. Ils reviennent une semaine plus tard. Mais j'étais sûr tout à l'heure. Mais ils ne sont pas prêts. Ouais. Beaucoup de commentaires que je reçois des organisations en CPL. On va rester avec la CPL parce que nous, on travaille beaucoup avec nos jeunes. Ouais. C'est vraiment, au niveau mental. Mais dis-nous justement, qu'est-ce qui manque un peu aux joueurs amateurs québécois et qu'est-ce qui doit travailler ou faire attention ou se rendre compte de ses forces et faiblesses. Dis-nous, c'est quoi que le joueur québécois, comment il est perçu lorsqu'il va en essai? Les joueurs québécois sont perçus comme des bons joueurs techniques. Je veux dire, je rajoute des bons petits joueurs techniques. C'est ça, c'est qu'est-ce que, à travers le Canada, c'est la perception qu'on a. Alors, j'ai le terme anglophone, mais comme je disais tout à l'heure, on n'a pas faim. On n'a pas faim. Quand tu vas en essai, je leur dis, tu n'as pas d'amis. Impose-toi. On est là, on est satisfait d'être là. Au contraire, non. Tu es là, démontre que tu veux rester là. Il y a une différence entre les deux. Oui, vas-y. Ouais. C'est le seul point où je serais en désaccord avec lui, en ce sens que, oui, au Canada, bon, on peut avoir cette réputation, peut-être dans nos championnats nationaux, mais je dirais que c'est un monde quand tu vas à l'extérieur, techniquement. C'est un monde. On n'est même pas près du niveau mondial. Ah, mais donc alors, toi, tu rajoutes même la technique. C'est pas que le mental, comme il disait Masson. C'est le hunger. J'ai dit aussi le techniquement aussi. Techniquement, au Canada, ça peut aller. Moi, quand je jouais, effectivement... je parlais de CPL. Oui, je restais à CPL. Je ne voulais même pas aller à l'extérieur. CPL et tout ça, oui, on a cette réputation et depuis longtemps qu'on a un petit niveau de plus parce que, bon, il y a des joueurs latins ici, il y a des joueurs nord-africains, il y a des joueurs africains. Tu sais, on a ce niveau technique, effectivement, comparativement à l'Ontario ou autre. Mais dès qu'on quitte le pays, on n'y est pas. Ouais. Dire, la base, et ça c'est Arsène Wenger qui dit, c'est la technique. Alors, au niveau mondial, on n'est même pas prêt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas autant de séances que les autres. Tout simplement. Comme j'ai dit, j'en reviens à cette académie avec laquelle j'ai travaillé. Quand je te dis que les gamins sont sur le terrain 2 fois par jour, ils sont venus pendant 1 mois, ils avaient entraînement à 8h30, ils finissaient d'aller manger, ils revenaient sur le terrain à 17h, ils étaient sur le terrain encore. Ils travaillaient les gammes techniques. Sans arrêt. C'est ça. Et quand on dit, tu arrives
au top niveau, si à 16 ans, et je dis bien 16 ans, hein, tu n'as pas ce bagage technique, oublie ça. Tu ne passeras pas. Moi, je le vois, puis je dis tout le temps à mes élèves, ça revient un peu quand ils allaient les préparer, tout ça. On fait travailler la gamme technique, ils font pour faire. Ouais. Ils font pas pour réussir, ils font pour faire. Beaucoup de nos entraînements, puis je suis sûr qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui vont écouter, beaucoup de nos jeunes font pour faire. Ils font pas pour perfectionner. Ouais. Parce qu'on leur dit, hey, tu vas faire 10 fois la jambe droite, ben, 10 fois la jambe droite, je vais le faire. Mais le jeune, à l'extérieur, va faire 10 fois. Mais la perfection, le claquage du ballon va être parfait. Tout doit être parfait. Et c'est pour ça qu'on va faire des essais. Ouais. On n'arrive pas. Parce qu'on y va, on fait pour faire. On est satisfait juste d'être là. Voici. Et même, parce que tu as fait référence, et on va bientôt clôturer avec ça, par rapport à l'académie Jean-Marc Guillou dont tu parlais, l'académie JMG qui était venue, je sais qu'eux, ils ont des pratiques qui sont propres à eux, ou même si tu as un test, tu as un examen de jonglerie, que si tu échoues, mais tu commences avec ça l'essai. Si tu échoues, mais tu fais même pas le reste de la séance. C'est dans la détection, ça fait partie pour intégrer. Et avant même de jouer, tu dois avoir réussi toute une série de niveaux. Et puis, c'est pas... OK, il y a ça comme exemple, il y a d'autres exemples. Je veux dire, à l'Ajax, c'est sûrement différent. À l'Ajax, c'est la même chose. Ça veut dire que, techniquement, OK, c'est la crème de la crème. Ça veut dire qu'ils peuvent mettre une équipe de jeunes jouer en D1 à partir de leurs joueurs simplement. Ça veut dire qu'ils n'achètent pas. Au contraire, à l'Ajax, ils revendent. Ça veut dire que c'est une des plus grandes académies dans le monde avec celle de Barcelone. OK? Et l'Ajax a gagné une Ligue des Champions avec peut-être 8 joueurs du cru. Ça veut dire que des joueurs qu'ils ont formés eux-mêmes. C'est ça. Ça veut dire que la formation, elle est à outrance. Vous comprenez? Alors, quand on dit travailler, mais travailler comme il faut, dans le bon sens, avec, comme Nasson dit, dans l'idée de surperformer, excusez le terme, mais est-ce que ça existe? Ben oui, parce que tu vas tomber contre des éléments qui viennent d'ailleurs, qui, eux, l'ont fait à outrance. Nous, on n'a pas la même origine. Et on n'a pas la même origine, on n'a pas la même mentalité. On n'a pas cette même mentalité-là. C'est le gamin qui sort du Mali, qui a fait toutes ses gammes pendant 8 ans. Ben, il arrive sur le terrain et il joue les yeux fermés. Mais écoutez, c'est un sujet fort passionnant. Moi, je peux personnellement, je peux rester encore 3 heures et discuter de toutes les avenues pour nos jeunes Québécois. Puis ça, on en parle, ça c'est du temps qu'on passe moi et lui à en parler. Puis je crois que ça va être une première épisode de plusieurs et ensemble, merci de votre présence, où est-ce qu'on a pu lancer le sujet et un peu toucher sur un peu tout et de visions différentes de quelqu'un qui l'a vécu en Europe. De quelqu'un qui est directeur sportif et qui travaille avec nos joueurs amateurs québécois et pas les moindres là. Non, donc ça travaille bien. C'est clair que pour moi, pour Diego, moi je suis honoré de vous avoir reçu. Merci beaucoup de votre présence. Je crois que c'était super enrichissant. Et il va falloir que quelqu'un coupe ça à un moment donné parce que sinon on va rester ici. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc merci beaucoup tout le monde. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé notre épisode. C'est clair que ce sujet va revenir à On s'en fout. Et puis on vous souhaite bonne journée, à la prochaine. Également, au nom de toute la jeunesse, sincèrement, parce que d'habitude, moi, je suis la personne qui dit n'importe quoi à la caméra, qui fait rire et tout ça. Sincèrement, je dois vous lever mon chapeau pour toute l'honnêteté que vous avez dit. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup d'habitude, mais là, j'aurais pu écouter pendant 10 heures encore qu'est-ce que vous avez à dire, parce que je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Et je pense que la jeunesse, même moi, j'en ai beaucoup appris. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont beaucoup apprendre de cette vidéo. On est des passionnés. Et puis, ce qu'on a fait, on l'a fait vraiment de travail acharné. On a été sur le terrain aussi, des anciens joueurs. Donc, c'est facile de transmettre. Et puis, de dire aux jeunes, oui, bon, il faut rêver, mais il faut travailler dans le bon sens. Surtout, il faut bien travailler. Je suis bien d'accord avec ça. Moi, je dis tout le temps que je suis là pour redonner. Moi, j'ai eu des Jean-Robert, des Gaspard d'Alexis, plusieurs autres, je n'aimerais pas, qui m'ont donné cette envie, qui m'ont donné beaucoup. Maintenant, c'est à moi de redonner. Et ceux qui ont le potentiel, il faut
il faut les pousser à atteindre un prochain niveau. Ça a été un bon joueur aussi. Ben, sur ces bons mots, merci beaucoup d'avoir écouté cet extra time de On s'en fout. Un premier guide pour le joueur amateur québécois et puis j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Au revoir. Au revoir. Ah.